Entre 1982 et 1985, une série de braquages sanglants a eu lieu en Belgique. Ces braquages avaient lieu en grande partie dans la province du Brabant, mais aussi dans la province de Namur, du Hainaut, de la Flandre orientale et même dans le nord de la France. Lançons-nous maintenant dans une affaire qui a marqué l'histoire, celle des tueurs du Brabant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je commence cette vidéo par vous rappeler de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas qu'on atteindra le stade de 1000 abonnés, je vous ferai une vidéo par jour pendant 7 jours. Les tueurs du Brabant est l'énigme du XXe siècle en Belgique mais aussi en France. Ce sont des crimes qui ont été connus à l'international et malheureusement encore aujourd'hui nous ne savons pas qui sont ces fameux tueurs du Brabant. On sait qu'ils ont tué 28 personnes en l'espace de 3 années, donc entre l'année 1982 et l'année 1985. On sait aussi qu'ils ont blessé 22 personnes et en tout, ils ont volé 7 millions de francs belges. C'est-à-dire qu'ils ont volé plus ou moins 175 000 euros. Donc tout commence à l'année 1982, c'est la première année où on va entendre parler de ces hommes. À ce moment-là, la Belgique entière a peur. On sait qu'il y a plusieurs hommes qui viennent brutaliser les commerces, qui volent et qui tuent. Aussi, comme ils ne se font pas attraper, l'opinion publique se dit que ce sont comme des surhommes, des gens qui sont au-dessus des lois. Leur tout premier crime a été le vol d'un fusil à l'armurerie de Dinan le 13 mars 1982. Leur premier vol à main armée a eu lieu dans le Nord-Pas-de-Calais, donc en France, à Maubeuge. Ils sont rentrés dans une épicerie Pio et ont volé seulement quelques boîtes de thé et du vin. Ça aurait pu être tout, mais quand la police est arrivée sur les lieux, les hommes ont fait feu sur la police. Et c'est là qu'ils vont faire leur premier meurtre. Ils vont tuer un policier avant de s'enfuir dans la nature. Par la suite, ils ont volé l'armurerie de Daniel Case à Wavre. Ils y ont volé une quinzaine de pistolets automatiques et dans la foulée, ils ont encore une fois tué un policier. Ce policier était simplement de passage dans la rue. Il a été alerté par un passant, donc il est arrivé et il s'est fait descendre par les hommes. Et c'est à partir de là que vraiment la Belgique a su que ces hommes étaient bien armés et donc ils ont eu encore plus peur. Ensuite, ils ont braqué l'auberge du Chevalier à Bressel et ça s'est passé le 23 décembre 1982. C'est un des crimes qui va le plus marquer le pays à ce moment-là parce que c'est la première fois que les hommes vont torturer quelqu'un. Donc c'était le concierge de l'immeuble, ils vont finalement le tuer et ça a été d'autant plus choquant car c'était seulement 2 jours avant Noël. Ça a été leur dernier crime de l'année 1982. Mais en 1983, ils vont revenir de plus belle et le 9 janvier, ils vont tuer un chauffeur de taxi à Mons. Le 11 février, ils vont voler à peu près 700 000 francs belges au Delhaize de Genneval. Et le 25 février, ils voleront 600 000 francs belges au Delhaize de Uccle et feront un blessé. Et là, vous pouvez déjà remarquer qu'ils s'attaquent surtout à des grandes surfaces et pas à des petits commerçants. Alors là, on peut se poser la question déjà de est-ce qu'ils allaient cambrioler des grandes surfaces parce que c'était un acte politique dans le but vraiment de déstabiliser l'économie et de faire peur aux gens, ou alors est-ce qu'ils se disaient simplement dans les grandes surfaces il y a plus d'argent donc on va voler les grandes surfaces. Mais ça reste quand même bizarre parce qu'ils volaient pas tant que ça. Il y a même des endroits où ils ont volé que de l'alcool par exemple. Donc ça reste quand même une première énigme. Pour que vous voyez un peu leur manière de faire, on va se pencher sur le vol qu'il y a eu au Colruyt de Nivelles le 17 septembre 1983. Il était 1h du matin, ils vont se rendre au Colruyt et vont découper au chalumeau la porte du magasin. Mais au même moment, une voiture Mercedes va faire le plein aux pompes à essence à côté du magasin et les hommes vont abattre le couple à bord du véhicule sans même réfléchir. À 1h26 du matin, l'alarme du Colruyt va se déclencher et c'est à ce moment-là que les policiers vont arriver. Là, ils vont se retrouver face à face avec le groupe d'hommes qui voulaient voler le magasin et là, au lieu de s'enfuir, les hommes vont faire feu encore une fois sur les policiers. Un policier mourra dans cette attaque et il y aura même plusieurs blessés pour au final avoir seulement volé du café, de l'huile et des pralines. À peine quelques semaines plus tard, ils vont s'en prendre au restaurant des Trois Canards où il y aura un mort. 5 jours plus tard, ils cambrioleront le Delhaize de Bressel où il y aura de nouveau un mort. À ce moment-là, la police a vraiment très peur pour la ville de Nivelles parce que c'est une des villes les plus riches de Belgique et le procureur du roi va même demander à ce qu'il y ait beaucoup plus de policiers dans les rues, jugeant qu'il n'y en a pas assez et que voilà, s'il y a une attaque, on ne pourra pas suffisamment se défendre.
Petit à petit dans les journaux, on va expliquer que la justice ne sait pas quoi faire, qu'ils veulent arrêter les meurtres mais ils ne savent pas comment. Et puis à cause de ça, petit à petit, les tueurs du Brabant vont devenir dans la tête des gens des personnes invincibles, des personnes au-dessus des lois, comme je le disais plus tôt. Donc vraiment, ça va commencer à faire peur à tout le monde, encore plus, de plus en plus à chaque fois. Et voilà, les tueurs du Brabant vont devenir une sorte de légende, de personnes qui peut vraiment tout faire, qui seront impunis, et vraiment ça fait peur à beaucoup de gens. Mais l'enquête va un petit peu avancer au milieu des années 1983 parce que la police pense avoir trouvé la tanière des tueurs du Brabant. Alors cette tanière, elle se trouvait dans la province du Hainaut et pas du tout dans la province du Brabant. En fait, en mai 1983, une jeune femme va apporter une arme à la police en disant qu'elle craint que son mari lui fasse du mal avec cette arme. La police va donc faire analyser l'arme et l'expert dira que cette arme est l'arme qui a servi au Deleuze de Genneval pendant le braquage. Ce revolver a été la seule preuve pour suspecter quelques hommes qui étaient de base de petits criminels. On va vite apprendre que ce revolver appartient à un certain Michel Cocu, mais attention, donc Michel Cocu, c'est pas du tout le mari de la femme qui est venue apporter l'arme. C'est simplement l'arme est à son nom à lui. Michel, c'est un ancien policier et maintenant il est chômeur, il a 31 ans et il avait été chassé de la police après avoir fait une petite escroquerie. À l'époque, il faisait partie d'un petit groupe de délinquants qui était assez connu en Belgique qui s'appelle la filière Boren. Au final, Michel Cocu va être mis en prison à Nivelles et là, on ne va pas arrêter de l'interroger. Dans un premier temps, ça ne donnera rien, mais le juge d'instruction et le procureur vont s'y mêler, ils vont vouloir aller les interroger eux-mêmes et là, ils vont obtenir des aveux en pleine nuit. L'avocat de Michel Cocu va alors se rendre à la prison de Nivelles et son client va alors lui dire que les policiers l'accusent de choses qu'il n'a pas faites. Il va expliquer à son avocat qu'il a dû avouer que voilà, il a jamais rien fait, c'est pas du tout lui le tueur, enfin un des tueurs du Brabant, mais voilà qu'on lui a pas laissé le choix, qu'il n'a pas eu le choix d'avouer. Il a tellement été mis sous pression que fin de l'année 1983, la police obtiendra 29 pages d'aveux. Plus tard, certains diront que voilà, ça ressemblait en fait à une leçon bien apprise, qui avait des détails invraisemblables, mais que voilà, Michel Cocu avait juste répété ce qu'il avait entendu et voilà, c'était ça ses aveux, mais pas du tout quelque chose qui venait de lui. À cause des détails invraisemblables, au bout d'un moment, ses aveux vont quand même interpeller la police. Mais voilà, à l'époque, tout le monde s'était jeté sur ses aveux pour pouvoir dire aux médias qu'ils avaient un suspect, qu'ils avaient peut-être pris le cerveau de l'opération et donc voilà, ils pouvaient pas trop revenir sur ça. Tout le monde commençait à être un petit peu soulagé en Belgique. C'est vrai que les attaques s'étaient arrêtées. La police avait quand même un problème parce que voilà, ils étaient pas sûrs de ses aveux, mais en même temps, tout le monde attendait un coupable et c'était un peu la course à qui trouverait le coupable en premier. Donc voilà, ils sont restés sur Michel Cocu et ils se sont dit que voilà, si les aveux étaient un peu bizarres, c'est parce que peut-être il mentait, etc. Mais que voilà, dans tous les cas, c'était lui le coupable. Un journaliste est même rentré en contact avec Michel Cocu et il lui a avoué que parfois ses aveux venaient au bout de 24 heures d'interrogatoire, sans boire, sans manger et sans dormir. Donc il faut quand même se rendre compte de la pression auquel Michel Cocu était soumis et de plus, au bout de 24 heures, voilà, la police lui avait quand même déjà donné beaucoup d'informations. La police expliquait des choses sur les meurtres et en fait, Michel Cocu, au final, il avait quand même une histoire dans les grandes lignes et il suffisait de remplir les zones d'ombre avec quelques petits mensonges, quelque chose inventé, mais voilà, il pouvait facilement faire un aveu, mais un faux aveu, quoi. Au final, Michel Cocu va même en venir à dénoncer un de ses amis, un autre membre de la filière Boren, qui s'appelle Adriano Vittorio. À l'époque, on savait que dans les membres des tueurs du Brabant, il y avait un géant athlétique, comme beaucoup le décrivaient, et Adriano aurait été ce géant athlétique alors qu'il était obèse et asthmatique. Malheureusement, on va faire subir à Adriano le même sort qu'à Michel Cocu, c'est-à-dire qu'on va l'interroger pendant des heures et des heures, parfois même pendant des jours et des jours, et il va finir par lui aussi avouer. À ce moment-là, pour les enquêteurs et les magistrats, tout va bien. Ils ont l'impression d'avoir presque résolu l'enquête au final, parce que Michel Cocu a balancé quelqu'un, Adriano est sur le point de balancer quelqu'un d'autre, ils se disent ok, super, on va pouvoir dire à la population qu'on a résolu l'enquête, que tout va bien et qu'on est un peu les sauveurs de la Belgique. Mais il va y avoir un énorme retournement de situation le 1er décembre 1983, car les tueurs vont revenir et vont braquer une bijouterie à Anderlecht dans la province du Hainaut et fera 2 morts. Ça va d'autant plus choquer la population car à cause de ces 2 morts, il va y avoir 2 petites orphelines.
À ce moment-là, Michel Cocu va dire à son avocat qu'il est assez heureux de ce qui s'est passé, non pas qu'il soit content qu'il y ait eu des victimes et un nouveau braquage, mais que voilà, ce braquage ait pu montrer que ce n'était pas eux les tueurs. La police à ce moment-là, ils vont expliquer ça par le fait que ceux qui ont commis le braquage, ce sont des amis à Michel Cocu et que voilà, ils ont commis un braquage dans le but de faire sortir leurs amis de prison et de leur créer un alibi. Donc malheureusement, l'enfer ne va pas s'arrêter pour eux et même leurs amis de la filière Boren vont plonger un à un. Michel Baudet, un ami de Michel Cocu, va aussi passer aux aveux et va expliquer comment s'est passé le braquage de la bijouterie. Michel Baudet expliquera même plus tard qu'il a été obligé en fait d'avouer et que les policiers le brutalisaient, lui donnaient des coups, et il va même expliquer que c'est le même sort qu'a subi Michel Cocu. Lui aussi il s'est fait brutaliser par les policiers, lui aussi il recevait des coups, donc voilà, c'est vraiment très très grave. Son avocate s'est même exprimée en disant que Michel Baudet avait même refusé de porter plainte contre les enquêteurs qui l'avaient frappé de peur d'être à nouveau brutalisé. Dans leurs aveux, les amis de Michel Cocu vont encore une fois accuser un nouvel homme. Il s'appelle Franco Nardella et voilà, il l'accuse d'être le cerveau de l'opération. Heureusement pour cet ami, il avait de bons alibis, mais ça n'a pas empêché le fait que lui aussi il a subi des interrogatoires et aussi par la même occasion d'être frappé par les policiers, mais heureusement, Franco Nardella, lui, ne s'est pas laissé démonter, il a jamais rien avoué. Après ça, Michel Cocu va encore accuser d'autres de ses amis, mais heureusement pour eux, à chaque fois, ce sera des fausses pistes et ils ne vont jamais rien avouer, donc ils vont s'en sortir. Donc voilà, j'espère que vous suivez. Là, je vais vous faire un petit récapitulatif pour être sûr que tout va bien pour vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de noms. Donc, on se retrouve avec Michel Cocu, qui est présumé être le cerveau de l'opération, et Adriano Vittorio, qui ont été mis en prison et qui ont tous les deux avoué. Et puis après le braquage de la bijouterie, on a eu Michel Baudet, qui est venu se rajouter à la liste des suspects et qui a été emprisonné et qui a lui aussi avoué sous la menace des policiers. Comme je l'ai dit, c'est quand même extrêmement grave ce qui se passe là, parce qu'il n'y a aucun indice matériel qui pointe contre eux, c'est simplement des aveux, mais des aveux qui ont été obtenus par des coups et par l'usure, quoi. Bon, par contre, je dis qu'il n'y a aucun indice, mais rappelez-vous, il y a quand même le fusil qu'une femme avait été portée à la gendarmerie à la base. Ce fusil appartenait donc à Michel Cocu, mais ce n'était pas sa femme qui avait été le déposé, et de plus, Michel Cocu, qui était un ancien policier, avait donc le permis port d'armes. Donc, selon plusieurs experts, c'était le revolver qui avait été utilisé sur une des scènes de crime, mais encore une fois, on peut se demander la véracité de ce qu'ils avancent. Le truc, c'est que après le braquage de Genneval et avant que l'arme soit apportée à la police, Michel Cocu, il continuait à servir de son arme à son club de tir, il l'a pas cachée, il continuait vraiment à la montrer comme s'il n'avait strictement rien à se reprocher, et je pense qu'il n'avait rien à se reprocher dans le braquage de Genneval. Et puis finalement, il va même vendre son arme à un certain Jean-Claude Estévenard. Jean-Claude Estévenard qui, lui, est le mari de la femme qui a été portée l'arme à la police. La police expliquera plus tard que voilà, si la femme a été portée l'arme à la police, c'était surtout pour des affaires de couple, truc avait trompé machin avec cette personne, enfin vous voyez les histoires de tromperie, de couple, mais c'était pas aller porter l'arme parce que je crois que mon mari a tué des gens. C'était plutôt pour une sorte de vengeance. Et donc là, en 1997, il va y avoir un nouveau retournement de situation. En fait, l'expert qui avait dit que l'arme avait servi dans la tuerie de Genneval, eh bien, il va être accusé d'avoir menti, d'avoir trafiqué son rapport pour offrir une piste à peu près convenable à la Belgique tout entière et aux policiers. Donc là, vous comprenez pourquoi j'ai tendance à dire que Michel Cocu et les autres membres de la filière Boren sont sans doute pas coupables en fait, parce que tout simplement, je pense que la police s'était dit ok, c'est des hommes, ils sont un petit peu dans la criminalité, ça pourrait être eux, en plus on a une preuve avec le revolver, et voilà, je pense qu'on avait un petit peu sauté sur l'occasion, surtout que voilà, la Belgique était vraiment rassurée d'avoir des coupables en prison, donc je pense que la police n'a pas vraiment osé faire marche arrière. Donc revenons quand même à l'année 1983, donc fin de l'année, donc fin décembre, Michel Cocu et les autres membres de la filière Boren qui étaient emprisonnés vont enlever leurs aveux, ils vont dire que voilà, ils se rétractent, ils ne veulent plus assumer les aveux en fait, et aussi ils vont prôner le fait qu'il n'y a aucune preuve matérielle contre eux, mis à part oui le revolver, mais que c'est pas ultra exact non plus, et que donc voilà, ils ne devraient pas être emprisonnés pour une seule preuve qui en plus n'est pas vraiment exacte. En plus de ça, il faut aussi savoir que aucun
témoins ne semblaient les reconnaître. Personne n'a dit les avoir vus sur une des tueries, sur un des braquages. Voilà, personne ne les reconnaissait. Donc c'est quand même déjà une preuve de leur innocence assez grosse. Au final, ils vont tous être relâchés en 1983, sauf Michel Cocu qui lui sera relâché en 1985. Entre-temps, il va y avoir un changement de juge d'instruction à Nivelles et donc le nouveau juge va se replonger dans le dossier, il va tout lire et il va tomber sur un rapport de la police de Wavre qui explique que eux pensent que les braqueurs, les tueurs du Brabant sont en fait un groupe de personnes, de terroristes qui veulent venir déstabiliser l'État. Ces gendarmes vont donc être grandement médiatisés et ils vont devoir s'expliquer sur leur grande théorie du complot. Ils expliquent donc que vu comment se passaient les braquages et vu ce qu'ils volaient, donc ils volaient souvent presque rien, eh bien sans doute que la motivation principale n'était pas l'argent. C'est vrai qu'on a pu observer que parfois ils ne volaient rien à part de l'alcool par exemple. Ces policiers vont donc expliquer qu'ils suspectent soit des autres policiers, soit aussi des grandes figures publiques, des gens qui ont beaucoup de poids dans la société ou même des gens qui font partie de la sûreté de l'État. Ils ont même lié les tueries du Brabant à la tentative d'assassinat contre le pape et aussi à l'assassinat du premier ministre suédois. Donc cette thèse du grand complot va paraître pour certains complètement absurde, mais certains enquêteurs vont la prendre très au sérieux. Ce qui va venir renforcer cette idée de complot, c'est l'arrivée du groupe CCC. En fait, c'est un groupe d'extrême gauche qui va venir faire des attentats un petit peu partout en Belgique. Et donc voilà, je pense que dans la tête de certains Belges et dans la tête de certains enquêteurs, ils ont un petit peu mis tout ça ensemble pour qu'au final, ils se disent que c'est un grand complot. Retenons quand même qu'entre-temps, on n'a plus entendu parler des tueurs du Brabant. Ça s'est complètement arrêté. Pendant l'année 1984, il n'y a pas eu un seul braquage, rien qui soit signé les tueurs du Brabant en tout cas. Le 29 mai 1985, il va y avoir un énorme attentat à Ezel. C'est vraiment un gros sujet, je vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que je pense que ça peut faire une vidéo en lui-même. Mais voilà, ça a été un énorme attentat qui a fait beaucoup de morts et beaucoup de blessés, qui a vraiment fait peur, encore une fois, à toute la Belgique. C'est vraiment un événement important parce que ça va venir rappeler à la population l'inefficacité des forces de l'ordre et aussi le manque de responsabilité de l'autorité politique. Et puis finalement, 4 mois après ce drame, ce sera le grand retour des tueurs du Brabant. Ils vont revenir le 27 septembre 1985 et ils vont frapper très fort. D'abord, ils vont se rendre au Delhaize de Braine-l'Alleud vers 20h et ils y feront 3 morts parmi les clients. 20 minutes plus tard, à 20 km de là, ils vont s'attaquer au Delhaize d'Overijse et 5 personnes vont y perdre la vie, dont un enfant de 12 ans seulement. Un mois plus tard seulement, il y aura de nouvelles attaques. Le 8 novembre 1985, c'est le Delhaize d'Alost qui va être touché et là, il va y avoir 8 morts et 7 blessés. C'est énorme. On sait que dans ces tueries, ils étaient à chaque fois 3 et chacun avait son nom qui avait été donné par des journalistes. Alors d'abord, il y avait le killer, donc c'était comme le cerveau de l'opération. On avait le géant et le vieux. Pendant le braquage du Delhaize d'Alost, d'ailleurs, un policier va tirer sur celui qu'on surnomme le killer. Il sera blessé, donc pour la première fois, un des tueurs sera blessé et à partir de là, on n'entendra plus jamais parler des tueurs du Brabant. Ils ne feront plus jamais aucun braquage. En fait, le problème dans cette affaire, c'est que les tueurs du Brabant, ils sont attaqués à plusieurs villes en Belgique, dans plusieurs provinces différentes et en fait, à l'époque, les commissariats de police ne communiquaient pas vraiment entre eux et donc c'était vraiment compliqué parce que du coup, certains avaient des informations, d'autres en avaient d'autres, mais il n'y avait rien qui les regroupait à un endroit précis. Oui, il y avait le dossier, mais ça restait quand même un peu chacun de son côté, travaille sur les informations qu'ils ont et c'est tout. Donc ça a quand même pas mal joué dans le fait qu'on n'arrive jamais à retrouver les tueurs du Brabant. Et puis aussi, chacun voulait avoir sa petite fierté, chacun voulait être le commissariat, la province qui va retrouver les tueurs, qui va trouver les coupables et qui va vraiment donner justice dans cette affaire. Après tout ce qui s'est passé, beaucoup de théories vont un petit peu fuser à droite à gauche, mais heureusement, le procureur du roi de Nivelles, donc celui qui est en charge de l'affaire, va garder les pieds sur terre et va essayer de rester le plus rationnel possible. Il va expliquer que selon lui, la motivation principale des tueurs est l'argent, et ça va quand même beaucoup rassurer la Belgique parce que si
Ils veulent que de l'argent, ça fait d'eux seulement des petits bandits en fait, des gens qui font ça pour l'argent. Que la théorie du complot, que ce soit des gens de la sûreté d'État, etc., ça faisait directement beaucoup plus peur à la Belgique. Donc lui, il va quand même venir rassurer un peu la population. Mais à partir de là, ce sera de nouveau la course à trouver un suspect. Parce que forcément, c'est pas un gros complot. Il y a sans doute des suspects, des gens en liberté, des gens qui ont une famille, des gens normaux, qui sont en fait les tueurs du Brabant. Et donc, voilà, la course se recommence et quelque chose de très facile à faire, c'est de prendre les gens qu'on suspectait déjà avant. Donc ça va être le retour de la filière Borène. Michel Cocu va de nouveau être enfermé. Donc là, autant vous dire que l'enquête fait quand même pas mal de surplace. En fait, la police part maintenant du principe que ceux de la filière Borène ne sont pas les cerveaux de l'opération, que ce ne sont pas les tueurs officiels, mais qu'ils en savent beaucoup. Michel Cocu sera de nouveau interrogé et passera à nouveau aux aveux. Certains magistrats vont quand même être choqués que le procureur du roi et le parquet s'acharnent autant sur ces hommes qu'on ne les laisse pas tranquilles. Mais encore une fois, je le redis, les autorités étaient quand même soumises à une énorme pression, ce qui fait que en fait, ils faisaient un peu n'importe quoi. Ils avaient tellement de pression sur eux, les journaux leur mettaient tellement de pression que oui, c'était vraiment ok, on a ces hommes-là, et on va faire quelque chose avec ces hommes-là, et puis voilà. C'est vraiment pas la bonne manière de faire, et je pense que c'est pas totalement la faute des autorités. Bien sûr, ils ont commis beaucoup d'erreurs dans toute cette enquête, mais c'est aussi la faute de la pression que tout le monde leur mettait. C'est aussi en fait, c'est un peu la faute de tout le monde et de personne en même temps, selon moi. Enfin bref, sinon à ce moment-là, le juge d'instruction cherche des preuves contre Michel Cocu et il va donc réexaminer le revolver qui était à la base de tout. Au final, les résultats vont tomber et l'expertise dira que le revolver de Michel Cocu n'est pas celui qui a tiré à Genneval pendant le braquage. Donc maintenant, on n'a vraiment plus rien contre les hommes de la filière Borène, plus une preuve, rien du tout, parce que le revolver qui était la seule preuve, n'en est plus une. Et pourtant, les jours qui suivront, le juge d'instruction livrera 2 mandats d'arrêt contre Michel Cocu et ses amis de la filière Borène. C'est fou. Et ce qui est encore plus fou, qui est un énorme scandale, c'est que pendant 9 mois, l'expertise qui les innocente, donc qui dit que le revolver n'est pas celui qui a servi dans la tuerie de Genneval, il est resté secret. On ne l'a strictement divulgué à personne. En plus de ça, le juge d'instruction et le parquet vont continuer à dire un peu partout que effectivement le revolver de Michel Cocu était celui qui avait été utilisé pendant la tuerie à Genneval. Au final, c'est l'avocat de Michel Cocu qui a reçu un appel anonyme lui faisant part du fait qu'il y avait une expertise qui pouvait innocenter son client. Le lendemain, l'avocat va se rendre au palais de justice de Nivelles et un homme va lui tendre une partie du dossier. Il va alors la lire et il va tout comprendre, il va surtout comprendre la gravité des faits. En novembre 1986, tout le monde sera au courant de l'affaire du rapport caché et donc la ville de Nivelles sera obligée d'abandonner l'affaire et maintenant ce sera le parquet de Charleroi qui s'en occupera. Pourtant, pendant ce temps, Michel Cocu, Michel Baudet, Adriano Vittorio et Jean-Claude Estiévenard vont rester en prison et vont finalement être jugés à la cour d'assises de Mons pour avoir participé à 3 des tueries. C'est vraiment fou. Alors, ce qu'on leur reproche à ce moment-là, c'est d'avoir rétracté leurs aveux. On trouve quand même ça bizarre. Et aussi, certaines expertises qui disaient que c'était effectivement le revolver qui avait servi dans la tuerie à Genneval. Il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, ils risquent tous la peine de mort. Heureusement, le juge de la cour d'assises avait quand même les pieds sur terre et a réalisé que les aveux avaient été induits, que les informations sur les crimes leur avaient été données avant les aveux et surtout, il a refait le chemin qu'avaient fait les tueurs pendant le braquage et s'est rendu compte qu'ils avaient utilisé des chemins qui étaient vraiment pas simple. C'est vraiment important comme information parce que si c'était des chemins qui n'étaient vraiment pas simples, les hommes de la filière Borène auraient eu du mal à les emprunter, surtout que eux ils viennent du Hainaut, ils sont pas connus pour aller souvent à Nivelles, à Genneval, etc. Donc voilà, ça paraît quand même extrêmement bizarre qu'ils aient pris ces chemins-là et ça va quand même être une preuve qui va bien jouer pour leur innocence. Là, tout le monde va commencer à énormément aimer le nouveau juge en charge de l'affaire. Il va vraiment lire chaque aveu, faire en sorte qu'il n'y ait aucune zone d'ombre. Il va tout décortiquer et ça, c'est vraiment génial parce que ça n'a pas encore été fait depuis le début de l'affaire. Il va alors expliquer qu'il doute que Michel Cocu et donc les autres membres de la filière Borène soient vraiment les coupables. Et c'est comme ça que le procès va petit à petit glisser et ne plus vraiment
devenir le procès de ces hommes, mais plutôt le procès de l'enquête qui a été faite. Bon, et là il va y avoir un tout nouveau rebondissement en plein milieu du procès de Mons. En fait, il va y avoir une perquisition qui va être faite chez des anciens gendarmes qui étaient maintenant devenus des petits délinquants. Là-bas, ils vont retrouver une arme qui a été congelée dans de la sauce bolognaise. Le propriétaire du revolver s'appelle Danny Bouhouch et c'est un ancien gendarme. Le revolver va donc être envoyé pour expertise et là l'expertise sera formelle. L'arme est celle qui a été utilisée dans plusieurs des tueries du Brabant. À ce moment-là, c'est vraiment le choc et donc le procès de Mons va être suspendu. Ils vont décider de quand même faire une deuxième expertise du revolver. Donc là, bizarrement, directement ils en font une deuxième et là la deuxième expertise, encore une fois, bizarrement, va dire que non, pas du tout, en fait, on s'est trompé, le revolver n'est pas du tout celui qui a servi dans les tueries. Donc là, le procès de Mons va être réouvert et on va de nouveau regarder, essayer de prouver que le revolver de Michel Cocu est celui qui a servi dans la tuerie de Genneval. C'est fou, genre là, ça traîne depuis des années pour un revolver où voilà, on a déjà prouvé que c'était pas celui qui avait servi à Genneval. Et pour Danny Bouhouch, lui, ça s'est passé comme ça. Donc, juste, on a expertisé le revolver, on l'a réexpertisé une deuxième fois. Ça a dit que ce n'était pas le bon et on a totalement laissé tranquille Danny Bouhouch. On n'en entendra plus jamais parler, c'est fou. En plus, il va y avoir un événement au procès qui va vraiment venir renforcer ma croyance du fait qu'il y avait sans doute des pots de vin. Parce que Michel Cocu va être confronté au policier qui l'a interrogé pendant le procès. Et voilà, là, une information va sortir, c'est qu'on avait proposé de l'argent à Michel Cocu pour qu'il avoue. Suite à ça, en 1988, Michel Cocu, Michel Baudet, Adriano Vittorio et Jean-Claude Estévenard vont être innocentés et relâchés. Après ça, l'enquête n'avancera plus beaucoup, il y aura quand même plusieurs personnes qui vont être interrogées, puis après ils seront relâchés, aucune piste ne mènera vraiment quelque part. Mais là, le 23 octobre 2017, il va y avoir un témoignage qui va venir tout bousculer. Le témoignage vient d'un homme anonyme qui explique que voilà, son frère lui avait confié en 2015 sur son lit de mort être l'un des tueurs du Brabant. L'homme anonyme va dire que selon lui, son frère Christian Bonkowski est celui qu'on appelait le géant. Il va aussi expliquer ne pas avoir prévenu la police 2 ans plus tôt parce que voilà, il était dans une sorte de déni. Il pensait vraiment pas que son frère pouvait être un des tueurs du Brabant, mais que maintenant il en était sûr. Il avait comparé plusieurs fois des photos et voilà, la ressemblance était là et c'est vrai qu'au final, il s'est dit que c'était totalement possible et donc il a tenu à en informer la police. Quand on se renseigne sur son frère qui aurait donc pu être le géant, on apprend que c'était un ancien gendarme d'Alost. On apprend aussi que son nom était apparu une fois dans l'enquête, mais que la police ne l'avait jamais interrogé. Un enfant avait même un jour dit avoir reconnu un des tueurs du Brabant qui l'avait braqué en étant en face de cet homme. Une autre preuve, c'est que pendant les tueries de septembre et de novembre 1985, beaucoup de témoins avaient expliqué avoir comme vu celui qu'on appelle le géant boiter. Et justement, quand on regarde dans les archives de la police, on se rend compte que à ce moment-là, l'homme ne travaillait plus à la police, enfin, en tout cas il était en congé maladie parce qu'il s'était fait mal aux pieds. Sinon, plus récemment, le 8 janvier 2020, on apprend que la nouvelle juge d'instruction, donc responsable de l'enquête, a invité vraiment plus de 400 personnes à faire des tests ADN. Pourquoi ? Parce que en 2004, on a pu relever de la salive sur un mégot de cigarette qui avait été trouvé à l'époque. Et donc là, on a trouvé de l'ADN et voilà, on se dit que on pourrait comparer cet ADN, trouver même un frère, une sœur, un fils d'un des tueurs du Brabant s'ils sont décédés, mais en tout cas pouvoir résoudre cette enquête. En plus, c'est vraiment important que l'enquête progresse parce qu'en 2025, elle sera prescrite. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus rien faire, même si on trouvait les coupables qui seraient encore en vie, on ne pourrait plus rien faire. On sait aussi qu'on suspecte encore aujourd'hui 3 dirigeants d'un groupe d'extrême droite qui s'est dissous en 1980 et donc on va eux aussi leur faire passer un test pour leur ADN et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, l'histoire se termine ici, on ne sait toujours pas qui étaient les tueurs du Brabant au final. On pense que vraiment beaucoup de gens savent des choses. C'est sûr en fait que beaucoup de gens savent des choses, mais malheureusement, personne ne parle. Peut-être que si un jour l'affaire est prescrite, on aura des réponses, mais on verra bien. On ne sait pas, pour le moment, l'affaire fait toujours du surplace. C'est quand même une affaire extrêmement mystérieuse et il y a vraiment
plein de théories, j'ai pas pu toutes vous les expliquer. Le dossier fait 2 millions de pages, rendez-vous compte. Donc voilà, dans une petite vidéo, c'est difficile de vous résumer 2 millions de pages, mais je pense que vous avez quand même des informations importantes pour vous aider à comprendre ce qu'étaient les tueurs du Brabant, qu'est-ce qui s'est passé, la gravité des faits. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos théories, et aussi à me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!